Dans les vidéos précédentes, j'ai fait une présentation générale des VPN. Puis, je me suis intéressé au principe et au fonctionnement du tunneling. J'ai également détaillé les encapsulations de plusieurs protocoles de tunneling fréquemment rencontrés. Les protocoles de tunneling étudiés précédemment remplissent qu'une partie des fonctionnalités attendues des VPN. Pour résumer, en simplifiant, on peut dire que ces protocoles du tunneling font croire à deux entités qu'elles sont directement reliées, alors qu'entre ces deux entités, il peut y avoir des dizaines, voire des centaines de liens et de routeurs. Les protocoles de tunneling sont des mécanismes essentiels des VPN, mais ils ont besoin d'être complétés pour assurer les mêmes garanties qui nous sont fournies par un réseau réellement privé. Quelles sont ces garanties? On peut citer entre autres la confidentialité et l'authentification. Intéressons-nous à un de ces protocoles qui vont nous permettre d'assurer ces garanties. Et présentons IPsec. IPsec n'est pas à proprement parler un protocole, mais peut être considéré comme un ensemble de protocoles. IPsec va donc nous permettre d'assurer l'authentification des extrémités du tunnel, la confidentialité et l'intégrité des données. IPsec est une norme IETF depuis 1992. IETF, je rappelle, c'est l'Internet Engineering Task Force. IPsec s'occupe principalement de la couche réseau. C'est un ensemble de protocoles qui vont redéfinir en partie cette couche réseau, qui vont apporter des fonctionnalités à la couche réseau. À l'origine, IPsec était assez difficile à mettre en œuvre. On a 12 RFC qui décrivent l'ensemble des mécanismes et des protocoles liés à IPsec. Depuis 1998, un nouveau protocole a été développé. Ce nouveau protocole s'appelle IKE, Internet Key Exchange, et il facilite entre autres le déploiement d'IPsec. Parmi les avantages d'IPsec, le principal est que IPsec peut être configuré très finement. Le principal inconvénient d'IPsec est directement lié à cette granularité de configuration. En effet, IPsec peut poser des problèmes d'interopérabilité et de manière générale, des difficultés de mise en œuvre. IPsec est actuellement principalement utilisé pour les VPN de type LAN-to-LAN. On a encore quelques clients de type N-to-LAN qui existent, mais ils sont actuellement sur le déclin. Donc je rappelle un petit peu les services de sécurité que peut fournir IPsec. On a dit la confidentialité, l'authentification, entre autres garantir l'origine et la destination des données, et l'intégrité des données. Analysons un petit peu les différents sous-ensembles d'IPsec. En fait, on a deux sous-protocoles qui sont liés à IPsec. Le premier sous-protocole, c'est le sous-protocole AH, qui signifie Authentication Header. Comme son nom l'indique, on va rajouter un en-tête header d'authentification. Cette en-tête va nous permettre d'assurer uniquement l'intégrité et l'origine des données. Comment ça se fait? Principalement par un calcul de code MAC qui est lié avec une fonction de hachage. L'autre sous-protocole qui peut être utilisé avec IPsec, c'est ESP, Encapsulation Security Payload. Comme son nom l'indique, on va avoir la charge utile, payload, qui va être encapsulée dans une couche de sécurité. Et donc, de manière générale, c'est ce protocole qui va s'intéresser à la charge utile et donc qui va la chiffrer. Donc, ce protocole va assurer la confidentialité des données qui circulent et il va assurer aussi en partie l'intégrité de l'authentification. Bien sûr, vous pouvez vous en douter, ESP est beaucoup plus utilisé que AH. Pourquoi? Parce que c'est ce protocole qui assure véritablement la confidentialité. Les protocoles de chiffrement type, on peut avoir de l'AES, du triple DS. Plus, on va avoir toujours pareil, une intégrité check value qui va nous permettre de garantir l'intégrité des données, en tout cas que les données n'ont pas été modifiées. À savoir que ces deux sous-protocoles peuvent être utilisés seuls ou conjointement. C'est-à-dire que je peux utiliser AH seul, je peux utiliser ESP seul, ou je peux utiliser AH et ESP conjointement. Nous allons le voir un tout petit peu plus tard. Donc, en plus de ces deux sous-protocoles, IPsec, on va avoir deux modes de fonctionnement différents. Le mode tunnel,
qui va être utilisé principalement de routeur à routeur ou d'hôte à routeur. Dans ce cadre-là, on l'a vu, on va utiliser, ça fait référence au tunneling, un nouvel en-tête IP complet est ajouté. Au bout du tunnel, cette en-tête est supprimée pour acheminer les paquets jusqu'à leur destination réelle. Donc on va avoir un fonctionnement de type mode tunnel assez proche du mode tunnel gris. L'autre mode qui peut être utilisé, c'est le mode transport. Dans ce cadre-là, on chiffre directement la charge utile. Donc on a notre en-tête IP, notre charge utile, un petit en-tête IPsec qui va être ajouté entre les deux, et tout ce qui est au niveau de la charge utile peut être chiffré ou authentifié, ou les deux. Ce mode transport est utilisé principalement pour des VPN .out ou .site, ou peut être utilisé dans le cadre où on a déjà un tunnel qui est mis en place, par exemple un tunnel grey. Si je résume un petit peu au niveau des services qui sont fournis, suivant le mode de fonctionnement. Donc si j'utilise le sous-protocole AH, je n'ai pas de confidentialité des données. Par contre, je vais garantir l'authentification des données, je vais garantir l'intégrité des données, et je vais avoir une protection contre le rejeu. Si j'utilise le protocole ESP, je vais garantir la confidentialité des données. L'authentification et l'intégrité des données vont être garanties, mais de manière moins sécurisée que dans AH, et je vais avoir une protection anti-rejeu. Finalement, si j'utilise ESP plus AH, donc le sous-protocole Encapsulation Security Payload et le sous-protocole Authentication Header, je vais garantir la confidentialité qui m'est apportée par ESP, je vais garantir l'authentification des données et l'intégrité des données qui m'est apportée par AH, et je vais disposer aussi d'une protection contre les attaques par rejeu. Définissons maintenant le concept d'association de sécurité. Donc on l'a vu, on a deux sous-protocoles, AH-ESP, deux modes de fonctionnement, tunnel ou transport. On va avoir pléthore d'algorithmes de chiffrement ou d'authentification. Il faut, lorsque deux entités communiquent, qu'elles puissent se mettre d'accord sur quels algorithmes, quel mode de fonctionnement, quel sous-protocole elles utilisent. Et de manière générale, lorsque une machine, un routeur va recevoir un paquet et qui va devoir le déchiffrer, il va devoir savoir quels paramètres appliquer pour pouvoir déchiffrer correctement ce paquet. Donc ça va être possible grâce aux associations de sécurité. Avant que deux parties puissent échanger des données, il faut qu'elles se mettent d'accord sur les paramètres de sécurité qu'elles vont utiliser. Quel est le sous-protocole utilisé, AH ou ESP, ou les deux, vu qu'on pouvait utiliser les deux. Quel est le mode de fonctionnement, transport ou tunnel. Quel est l'algorithme utilisé pour l'authentification des extrémités, secret partagé, clé publique. Quel est l'algorithme utilisé pour le chiffrement des données, DES, AES, triple DES. Quel est l'algorithme utilisé pour l'intégrité, MD5, SHA, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des paramètres qui vont permettre aux entités de pouvoir chiffrer et déchiffrer correctement les paquets. Une association de sécurité, c'est un accord, un contrat sur ces paramètres de sécurité à utiliser pour une communication. Les associations de sécurité sont unidirectionnelles. On les appelle aussi, on les considère comme simplex. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'imaginons que j'ai deux entités, A et B, ici aussi appelées maison mère et filiale. Pour la communication entre ces deux entités, je vais être obligé de définir deux associations de sécurité. Une association de sécurité pour la communication dans le sens maison mère vers filiale, et une association de sécurité pour la communication dans le sens filiale vers maison mère. Ces associations de sécurité peuvent être différentes. À première vue, on peut ne pas en voir l'intérêt, mais dans certains cas, on pourrait dire que dans un sens, on va chiffrer, dans l'autre sens, on va faire que de l'authentification. Deux paramètres vont identifier une association de sécurité. Le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle l'index de paramètres de sécurité, SPI, Security Parameter Index. C'est une chaîne de 32 bits qui va avoir une signification locale. Elle est véhiculée en clair dans les entêtes AH et ESP. C'est-à-dire que dans chaque paquet
chiffré ou authentifié, de manière générale, fonctionnant entre guillemets à la norme IPsec, on va avoir dans l'entête un champ de 32 bits qui s'appelle SPI, Security Parameter Index. Quel est l'intérêt de ce champ? Lorsqu'un routeur va recevoir un paquet, il va regarder dans l'entête IPsec, entre guillemets, il va regarder également l'adresse de destination du paquet, et en fonction de cette adresse et en fonction de cette entête, il va savoir quels sont les paramètres qu'il va devoir appliquer pour soit déchiffrer le paquet, soit assurer l'authentification du paquet. C'est-à-dire soit déchiffrer est-ce qu'on va utiliser AES, est-ce qu'on va utiliser triple DES, est-ce que l'authentification, est-ce qu'il y a un en-tête d'authentification, est-ce qu'il n'y a que de l'ESP. Donc ces paramètres sont présents dans ce qu'on appelle l'association de sécurité. La définition et l'utilisation d'associations de sécurité rend IPsec très flexible. On l'a dit, les associations de sécurité sont unidirectionnelles. On pourra avoir des paramètres différents, des paramètres de sécurité différents selon le sens. On pourrait même définir des associations de sécurité différentes selon l'application transportée, le protocole de transport utilisé. On pourrait dire, par exemple, que si on a du trafic HTTP, on n'a pas besoin de chiffrer. Si on a du trafic Telnet, on a besoin de chiffrer, et donc on pourra avoir deux associations de sécurité différentes. Intéressons-nous à deux exemples d'associations de sécurité. Donc je suis sur un routeur qui s'appelle R1, je tape la commande show crypto IPsec SA, en admettant que, bien sûr, le protocole IPsec est en fonctionnement. Donc on a des paramètres généraux. On voit une première association de sécurité de type inbound, qui est définie comme de type ESP, avec le paramètre SPI qui nous indique pour chaque paquet présent quel est le type de protocole utilisé. On va avoir une autre type d'association de sécurité de type inbound AH, Authentication Header, qui fonctionne. Donc les paquets qui vont rentrer, que l'on va recevoir, s'ils ont un en-tête IPsec, on regarde la valeur qui est présente dans le champ SPI, d'accord. Si on lit par exemple C4E0 397, on va savoir qu'il va falloir déchiffrer le paquet en utilisant le protocole ESP, en utilisant les paramètres qui sont alliés à cette association de sécurité. Si les paquets arrivent avec ce numéro, on va déchiffrer, authentifier les paquets avec des paramètres qui vont être différents. Pour information, quand on a l'utilisation conjointe d'ESP et d'AH, on va avoir un en-tête ESP, un en-tête AH, avec tous les deux des valeurs de SPI qui sont présentes. Et donc on va appliquer, dans le premier cas, les paramètres ici ESP AES pour déchiffrer le paquet, et ici les paramètres AH, SHA, HMAC pour authentifier le paquet. Donc ça, ce sont les associations de sécurité inbound, donc entrantes. On voit ici qu'on va avoir deux associations de sécurité sortantes. Assez souvent, même si ça peut être fait, on va utiliser les mêmes paramètres lorsqu'on reçoit les paquets et lorsqu'on les envoie. Donc à la question combien de SA sont ici définis, on peut dire qu'il y a 4 SA définis, 4 associations de sécurité, inbound ESP, inbound AH, outbound ESP, outbound AH. Quelles sont les adresses des deux entités concernées par les associations de sécurité? On a ici l'information qui est donnée. Donc l'adresse local endpoint, c'est l'adresse de R1, 192.168.153.100. L'adresse remote crypto endpoint, 192.168.153.101. Quels sont les paramètres de sécurité pour les données entrant dans R2? Ici, ça va être une erreur, ça va être R1. Si on s'intéresse aux paramètres entrant dans R1, la première association de sécurité, lorsqu'on reçoit un paquet qui a une valeur de SPI à C40397, on va encapsuler le paquet, on sait que le paquet est encapsulé
en mode ESP avec AES comme protocole de chiffrement. Et l'autre paramètre, c'est AH, SHA, HMAC. Donc, pour vérifier l'intégrité, on utilise le protocole SHA que l'on a rencontré, qui est un protocole qui permet de calculer une empreinte. Donc voilà pour les paramètres de sécurité pour les données entrant dans R2.